L'argent a disparu, mais le prix ne l'a pas encore admis. Pendant que les médias financiers vous parlent de taux d'intérêt de la Fed et de graphiques technologiques, quelque chose d'énorme s'est produit hors caméra, une contradiction totale. Le marché prétend que tout est sous contrôle, mais les stocks s'évaporent. On vous dit que le prix est rationnel, alors même que le métal physique quitte les coffres à une vitesse jamais vue. Et ce n'est pas un hedge fund, ce n'est pas une banque, ce n'est même pas une banque centrale, c'est un pays entier. Depuis des mois, un signal inquiétant apparaissait en arrière-plan. Les primes montaient, les inventaires chutaient, l'argent quittait silencieusement les coffres occidentaux. Le marché savait que quelque chose n'allait pas, mais il manquait la pièce centrale du puzzle. Qui absorbait tout ce métal? Où disparaissait-il? Aujourd'hui, cette question a une réponse. Et cette réponse change tout. Selon les dernières données commerciales, l'Inde a importé environ 5,9 milliards de dollars d'argent en seulement 4 mois. Pas une année. 4 mois. Prenez une seconde pour mesurer ce chiffre. Dans un marché aussi petit que l'argent, ce n'est pas un investissement normal, c'est une prise de contrôle. Pourquoi est-ce que cela vous concerne, que vous soyez en Europe ou aux États-Unis? Parce que l'argent n'est pas un marché local, c'est un actif mondial à l'offre limitée. Quand un acteur de cette taille décide d'acheter, ce métal ne revient pas. Il est retiré du jeu. Et voici le paradoxe. Officiellement, le prix est encore débattu sur des écrans à New York et à Londres. Mais dans le monde réel, quelque chose de bien plus brutal est en train de se produire. Une force silencieuse est en train de poser un plancher sous le marché, peu importe ce que disent les graphiques. La vraie question n'est donc pas pourquoi le prix monte. La vraie question est que se passe-t-il quand un pays entier décide que la monnaie papier n'est plus assez sûre? Parce que ce que l'Inde vient de faire n'est que le début. Et ce qui arrive ensuite va forcer le marché mondial à se révéler. Ce qui s'est passé n'est pas un événement isolé. Et c'est là que beaucoup se trompent. On pourrait croire à un pic temporaire, à une anomalie statistique, à une mode passagère. Mais les chiffres racontent une autre histoire, une histoire de rupture. Entre 2013 et 2019, l'Inde importait en moyenne environ 1,5 milliard de dollars d'argent sur une année entière, 12 mois, un cycle complet. Aujourd'hui, ce même pays a absorbé près de 6 milliards en 4 mois. Ce n'est pas une accélération normale, c'est un changement de régime, une ligne verticale là où il n'y avait qu'une pente douce. Et voici le détail qui change la lecture. Même en 2022, une année déjà considérée comme record, les importations indiennes étaient inférieures de 64 % à ce que nous voyons maintenant. Autrement dit, ce que le marché appelait extrême il y a 2 ans est devenu insuffisant aujourd'hui. Mais alors, pourquoi maintenant? La version officielle est confortable. On vous dira que c'est culturel, des bijoux, des festivals, des habitudes anciennes, une demande traditionnelle, une explication rassurante, presque folklorique. Mais regardez l'échelle. Personne n'importe pour près de 6 milliards de dollars d'argent en 4 mois pour fabriquer des bracelets. Ce volume signale autre chose, quelque chose de plus stratégique, de plus urgent. L'Inde modernise son réseau électrique. Elle construit des parcs solaires massifs. Elle étend son industrie électronique pour rivaliser avec la Chine. Et toutes ces industries ont un point commun. Elles consomment de l'argent physique, beaucoup d'argent, pas des contrats, pas des promesses, du métal réel. Maintenant, pose-toi une question simple. Si tu es un industriel, si tu vois les déficits miniers s'aggraver, les tensions géopolitiques monter et les stocks mondiaux fondre, attends-tu que le marché panique ou achètes-tu avant tout le monde? C'est ici que l'histoire bascule, parce que ce mouvement n'est pas réactif, il est préventif. Ce n'est pas une réponse au prix, c'est une anticipation de la pénurie. Et pendant que les marchés occidentaux débattent encore de quelques dollars à la baisse ou à la hausse, un acteur majeur est déjà passé à l'étape suivante. Il ne se demande plus combien coûte l'argent aujourd'hui. Il se demande s'il sera encore disponible demain. Mais ce n'est que la surface. Car si l'Inde est en train d'aspirer la quantité, un autre pays est en train de briser le mécanisme du prix lui-même. Il y a une affirmation forte à faire ici et elle est simple. La hausse de l'argent n'est pas spéculative, elle est physique. La preuve ne vient pas d'un graphique compliqué ni d'un indicateur exotique. Elle vient d'un chiffre brut,
impossible à manipuler. En 4 mois, environ 5,9 milliards de dollars d'argent ont traversé les frontières indiennes. Pas sur un écran, pas en contrat papier, en cargaison réelle déclarée aux douanes. Des milliers de tonnes qui ont quitté des coffres pour ne plus y revenir. Regarde ce que cela implique concrètement. Le marché mondial de l'argent est structurellement en déficit. On consomme plus de métal qu'on en extrait. Depuis des années, cet écart était comblé par des stocks de surface accumulés dans les grands centres occidentaux. Londres, la Suisse, les entrepôts qui alimentent les marchés à terme. C'est précisément là que l'Inde est allée se servir. Et voici le détail que presque personne ne souligne. L'argent que l'Inde achète ne vient pas de nouvelles mines miraculeuses. Il ne vient pas d'une production excédentaire soudaine. Il vient des mêmes réserves censées garantir la liquidité du système occidental. Autrement dit, chaque tonne absorbée réduit le coussin de sécurité du marché global. C'est pour cela que le comportement du prix devient étrange. Chaque baisse est immédiatement rachetée. Chaque tentative d'écraser le marché échoue. Non pas parce que les traders sont plus optimistes, mais parce qu'un acheteur massif considère chaque repli comme une remise. Et maintenant, observe ce qui manque dans le discours dominant. Personne ne nie vraiment les chiffres. Personne ne conteste les volumes. Mais presque personne n'explique ce que cela signifie pour la mécanique du marché quand un acteur de cette taille devient insensible au prix. Parce qu'à partir de ce moment-là, le prix ne sert plus à équilibrer l'offre et la demande. Il sert seulement à révéler qui obtient le métal et qui repart les mains vides. Et c'est précisément là que la situation commence à s'accélérer. Car pendant que l'Inde aspire le stock, un autre marché envoie un signal encore plus inquiétant. Un signal qui ne parle plus de quantité, mais de rupture totale entre le papier et la réalité. Alors, regarde maintenant ce qui se passe quand on quitte New York et Londres pour observer l'autre côté du monde. Pendant que l'Occident débat encore pour savoir si l'argent peut tenir au-dessus de 90, le marché de Shanghai a déjà changé de référentiel. Les dernières données de clôture montrent un prix autour de 105 $ l'once. Pas une projection, pas une cible. Un prix réel, affiché, échangé. Mais voici la partie que presque personne n'ose regarder en face. Ce n'est pas le prix absolu qui fait peur, c'est l'écart. La différence entre le prix de l'argent à Shanghai et celui de Londres ou de New York a atteint environ 11 $ par once, un record. Pour comprendre pourquoi c'est explosif, il faut revenir en arrière. En 2011, lors du dernier grand choc sur l'argent, au sommet d'une panique mondiale, cette prime avait atteint environ 7 $. À l'époque, c'était déjà considéré comme une zone de défaillance systémique. Aujourd'hui, nous sommes bien au-delà, plus de 50 % au-dessus du précédent extrême historique. Et là, arrête-toi une seconde et réfléchis à la logique la plus simple du marché. Si tu peux acheter de l'argent à 94 à New York et le vendre à 105 à Shanghai, tu réalises un profit quasi sans risque sur chaque once. Ce différentiel crée une aspiration, un vide gravitationnel. Chaque lingot disponible, chaque barre qui n'est pas verrouillée dans un coffre souverain est attiré vers ce marché plus cher. C'est pour cela que les inventaires occidentaux se contractent si vite. Ce n'est pas que l'argent disparaît, c'est qu'il migre. Il quitte les marchés qui sous-évaluent la réalité pour rejoindre ceux qui en ont un besoin immédiat. Et maintenant, voici le point que peu de gens relient. Si cet arbitrage fonctionnait normalement, l'écart se refermerait. Le métal affluerait vers la zone chère, l'offre se détendrait et les prix convergeraient. Mais l'écart ne se referme pas, il s'élargit. Ce détail change tout. Il signifie que même avec des flux massifs d'argent vers l'Asie, la demande n'est toujours pas satisfaite. Le marché ne se rééquilibre pas. Il se fracture. Et quand un marché se fracture, ce n'est plus la spéculation qui fixe le prix. Ce sont les besoins physiques, les usines, les chaînes de production, ceux qui ne peuvent pas se permettre de manquer de métal. La question devient alors beaucoup plus inquiétante. Si Shanghai paie déjà ses niveaux et reste en pénurie, quelle est la prochaine étape? Acheter encore? Ou empêcher l'argent de repartir? Parce que empêcher l'argent de repartir change la nature même du jeu. Ce que nous voyons maintenant n'est plus seulement une question de prix, c'est une question de contrôle. Des signaux clairs montrent que la Chine ne se contente plus d'acheter.
Elle commence à fermer les sorties. Des restrictions à l'exportation sur l'argent et sur des minerais critiques contenant de l'argent sont en train d'être appliquées discrètement. Rien de spectaculaire. Pas d'annonce tonitruante, juste un resserrement silencieux. Et voici pourquoi c'est décisif. La Chine n'est pas seulement un consommateur, elle est l'usine du monde. Elle produit la majorité des panneaux solaires, une grande partie des batteries pour véhicules électriques et une énorme portion des composants électroniques mondiaux. Tous ces produits nécessitent de l'argent, sans exception. Maintenant, observe le mécanisme. Si l'argent entre en Chine, mais n'en sort plus sous forme de lingots ou de barres, il ne peut quitter le pays qu'intégré dans des produits finis. Tu ne peux plus acheter le métal. Tu dois acheter le panneau solaire, la batterie, le véhicule. C'est une stratégie de valeur ajoutée forcée. C'est là que l'histoire se retourne. Pendant des décennies, l'Occident vendait son argent brut, laissait la Chine transformer, puis racheter les produits finis. C'était efficace, bon marché, confortable. Mais dans un monde de pénurie, cette logique s'effondre. Quand la ressource devient stratégique, elle n'est plus exportée, elle est conservée. Et il y a un détail encore plus inquiétant. La Chine est aussi un acteur majeur du raffinage. Une partie importante de l'argent extrait en Asie et en Amérique latine passe par ces raffineries. Si ces flux raffinés cessent d'alimenter Londres, le cœur même du système occidental se retrouve à court. C'est pour cela que la tension monte si vite sur les marchés physiques. Ce n'est pas un accident, c'est une conséquence directe. Le rapport que nous examinons indique explicitement que ces restrictions ont comprimé l'offre mondiale. Le coussin a disparu. Et maintenant, pose-toi cette question. Si l'Occident ne peut plus compter sur ces flux, sur quoi repose encore le prix affiché à l'écran? Sur des promesses de livraison dans un monde où la livraison devient incertaine. Ce moment marque un basculement. L'argent cesse d'être un simple actif financier. Il devient un levier géopolitique, un outil de négociation, un goulot d'étranglement. Et si tu penses que cette fermeture des portes est le point final, tu te trompes, parce qu'au même moment, une autre force vient allumer la mèche, une force qui garantit que cette pénurie ne restera pas confinée à l'Asie. Regarde maintenant ce qui se passe quand cette pénurie rencontre la politique. Les tensions commerciales entre les grandes puissances ne sont plus théoriques. Elles s'intensifient. Des droits de douane apparaissent. Des restrictions s'empilent. Chaque barrière ajoutée rend la circulation des matières premières plus lente, plus chère, plus rigide. Et dans un marché déjà tendu, cette friction agit comme de l'essence sur un feu. Pendant 30 ans, la mondialisation a permis une efficacité extrême. L'argent pouvait être extrait dans un pays, raffiné dans un autre, stocké ailleurs et consommé à l'autre bout du monde. Cette fluidité maintenait les prix bas, mais quand les murs se dressent, cette efficacité disparaît. Le coût réel remonte brutalement. Voici le point clé. Les guerres commerciales sont inflationnistes par nature, peu importe ce que font les banques centrales. Aucune hausse de taux ne peut créer un lingot d'argent. Aucune conférence de presse ne peut rouvrir une frontière fermée. Et le marché le sait. La preuve la plus discrète, mais aussi la plus révélatrice, ne vient pas d'un communiqué gouvernemental. Elle vient des flux de capitaux. Regarde l'Inde. Le Nifty Metal Index, qui regroupe les grandes entreprises minières et métallurgiques du pays, connaît son meilleur début d'année depuis 2018. Ce n'est pas un hasard, mais le signal le plus puissant est relatif. Le ratio entre cet indice des métaux et le marché général indien a atteint un sommet de 11 ans. Autrement dit, pour la première fois depuis plus d'une décennie, les producteurs de ressources surperforment les banques, la technologie, les valeurs de consommation. Ce détail est fondamental. Il montre que le capital intelligent change de camp. Il sort des promesses financières pour entrer dans le monde physique. Il préfère les mines aux logiciels, les stocks de métal au bilan bancaire. Ce mouvement n'est pas émotionnel. Il est défensif. Les investisseurs anticipent un futur de rareté, de coûts plus élevés et de chaînes d'approvisionnement fragmentées. Et dans ce monde-là, les actifs réels reprennent le dessus. Maintenant, relis tous les points. L'Inde absorbe la quantité. La Chine verrouille l'accès. Les guerres commerciales ajoutent de la friction. Le capital se repositionne. Ce n'est pas une série d'événements séparés. C'est un seul et même mouvement qui se met en place. Et quand ces forces convergent, une chose devient inévitable.
Le prix affiché aujourd'hui ne peut pas rester là où il est. Il doit s'ajuster à un monde où l'argent n'est plus abondant, ni fluide, ni apolitique. La seule inconnue n'est pas si ce réajustement aura lieu. C'est la vitesse à laquelle il va se produire. À partir de ce point, tout se joue sur la trajectoire. Parce que quand un marché perd sa fluidité, il ne s'ajuste pas lentement, il se déplace par à-coups. Et c'est exactement ce que montre le comportement actuel du prix. Chaque tentative de le faire redescendre échoue. Chaque repli est immédiatement absorbé, non pas par des traders nerveux, mais par des acheteurs qui n'ont pas le luxe d'attendre. Regarde la logique froide qui s'impose. Si Shanghai paie déjà bien plus que l'Occident, le métal ne va pas circuler par patriotisme, il va circuler par nécessité. Il va vers l'endroit où il est le plus valorisé. Et tant que cet écart existe, chaque once disponible devient une cible. C'est là que le système occidental se retrouve piégé. S'il laisse le prix monter, certaines positions deviennent intenables. S'il tente de le maintenir artificiellement bas, il rend l'arbitrage encore plus attractif. Plus l'écart persiste, plus le métal fuit. C'est un choix perdant-perdant. Et voici le détail qui fait basculer la perception. À ce stade, le prix affiché n'est plus un signal fiable. Il devient un vestige, un chiffre hérité d'un marché papier qui supposait une livraison toujours possible. Mais quand la livraison devient incertaine, ce chiffre perd sa fonction première. Le seul prix qui compte alors, c'est celui qui permet réellement d'obtenir le métal. Pas demain, pas sur un contrat, maintenant, physiquement. Et ce prix, dans certaines parties du monde, a déjà changé de régime. C'est pour cela que la prochaine zone psychologique n'est pas anodine. Elle agit comme un interrupteur, un seuil qui transforme une tension discrète en phénomène visible par tous. Quand ce seuil est franchi, la tension bascule, les récits changent et de nouveaux acteurs entrent dans la danse. La question n'est donc plus de savoir si ce seuil sera testé. La question est ce qui se passe une fois qu'il est dépassé. Maintenant, mettons-nous à ta place, pas en tant qu'analyste, pas en tant que trader, mais en tant que personne qui dépend, sans toujours le savoir, de ce métal. Parce que l'impact ne reste pas enfermé dans les coffres ou sur les écrans. Il finit toujours par toucher la vie réelle. Quand l'argent devient rare, ce ne sont pas seulement les investisseurs qui s'inquiètent, ce sont les chaînes de production entières qui se tendent. L'argent est partout, dans les panneaux solaires qui alimentent les réseaux, dans les composants électroniques, dans les véhicules. Quand son approvisionnement se contracte, les coûts montent, les délais s'allongent et certains projets sont simplement mis en pause. Pas par idéologie, par manque de matière. Et voilà le basculement discret. Ce type de pénurie ne fait pas la une immédiatement. Il se manifeste par des retards, des prix ajustés, des excuses techniques, puis, soudainement, par des hausses que plus personne ne peut vraiment expliquer autrement que par un mot, indisponible. Pour toi, cela se traduit de façon très concrète. Des produits plus chers, des choix plus limités, des infrastructures retardées. Pas parce que quelqu'un a mal géré, mais parce que la matière première n'est plus là au bon moment, au bon endroit. Et c'est ici que beaucoup ressentent un malaise familier. Cette impression que quelque chose se dégrade lentement, sans annonce officielle, que le système continue de fonctionner, mais moins bien qu'avant. Si cette sensation te parle, dis-le dans les commentaires, parce que tu n'es pas seul à la ressentir. Ce qui est important, c'est de comprendre que ce n'est pas une crise isolée. C'est une conséquence logique d'un système qui privilégiait la fluidité maximale et qui entre brutalement dans une ère de contraintes physiques et politiques. Et une fois que tu vois cet impact humain, une question devient inévitable. Comment un système mondial a-t-il pu devenir aussi vulnérable à un seul métal? Le mécanisme est plus simple qu'il n'y paraît et c'est ce qui le rend dangereux. Pendant des décennies, le système a fonctionné sur une hypothèse implicite. Les ressources seraient toujours disponibles si le prix montait un peu, que le marché, par magie, ferait apparaître l'offre manquante. Cette logique a très bien fonctionné dans un monde stable, coopératif, sans friction majeure, mais ce monde n'existe plus.
Aujourd'hui, l'argent n'est pas seulement une matière première, c'est un nœud stratégique. Il relie l'énergie, la technologie, l'industrie et la géopolitique. Et quand un élément devient central à autant de systèmes à la fois, il cesse d'être traité comme une marchandise ordinaire. Les incitations ont changé. Les États ne cherchent plus l'optimisation globale. Ils cherchent la sécurité locale. Les entreprises ne cherchent plus le prix le plus bas. Elles cherchent l'accès garanti. Et quand l'accès prime sur le coût, le prix perd son rôle stabilisateur. C'est là que le système se grippe. Les marchés papiers continuent de fonctionner comme si le métal circulait librement. Ils échangent des promesses basées sur un monde qui n'existe plus. En parallèle, le marché physique, lui, s'adapte à la réalité. Frontières, restrictions, stockage stratégique. Ce décalage crée une tension permanente. Et cette tension ne se résout pas par un communiqué ou une réunion de banque centrale. Elle se résout par une revalorisation forcée du réel. Ce qui est troublant, c'est que ce mécanisme ne s'arrête pas à l'argent. Il est en train de se reproduire sur d'autres métaux, d'autres ressources, d'autres chaînes critiques. L'argent n'est que le signal le plus visible. À court terme, deux trajectoires se dessinent et aucune n'est confortable. La première est celle que beaucoup espèrent encore, une détente progressive, un retour de la liquidité, des flux qui reprennent. Dans ce scénario, le prix monte. Oui, mais de façon contrôlée. Il s'ajuste juste assez pour calmer la demande, juste assez pour rouvrir quelques canaux. Le système respire, mais reste fragile. Le moindre choc peut le faire dérailler à nouveau. La seconde trajectoire est plus brutale et de plus en plus crédible. Le marché physique continue de se tendre, les restrictions persistent et l'écart entre le prix papier et la réalité devient impossible à ignorer. À ce moment-là, ce n'est plus une hausse graduelle, c'est un rattrapage rapide, désordonné, visible par tous. Ce qui rend cette seconde option dangereuse, c'est le facteur temps. Les acteurs industriels ne peuvent pas attendre. Les États ne peuvent pas se permettre une rupture d'approvisionnement. Et quand ces acteurs entrent en concurrence directe avec les marchés financiers pour le même métal, ce sont toujours les besoins réels qui l'emportent. Observe ce qui se passe déjà. Chaque signal de tension n'est plus nié, il est absorbé. Chaque anomalie devient la nouvelle norme. Le marché s'habitue à ce qui aurait été considéré comme impensable il y a encore quelques années. Il reste une dernière chose à comprendre, une idée simple mais durable, qui permet de relire toute cette histoire sous un autre angle. Voilà l'idée centrale, celle qui relie tout ce que tu viens d'entendre. Ce que nous observons n'est pas seulement une hausse de prix, c'est un changement de fonction. L'argent n'est plus évalué comme un actif financier parmi d'autres. Il est en train d'être traité comme une infrastructure, comme quelque chose sans quoi le système ne fonctionne plus. Quand un actif devient infrastructurel, il cesse d'être optionnel. Il devient non négociable. Et dans ces conditions, le marché ne cherche plus le prix juste. Il cherche l'accès. C'est pour cela que tout s'aligne. L'Inde qui absorbe des volumes historiques, la Chine qui verrouille les flux, les guerres commerciales qui fragmentent les chaînes d'approvisionnement, les capitaux qui quittent le papier pour le réel. Ce ne sont pas des signaux contradictoires. Ce sont les mêmes décisions prises à différents niveaux, pour la même raison. Le monde entre dans une phase où la sécurité matérielle prime sur l'optimisation financière. Et dans cette phase, les règles de découverte des prix changent. Les chiffres affichés deviennent secondaires. Ce qui compte, c'est la capacité à livrer. C'est là que le récit médiatique arrive toujours en retard. Il se focalise sur les réactions visibles, jamais sur les contraintes invisibles. Mais une fois que ces contraintes deviennent évidentes, le mouvement est déjà bien engagé. Et voici la boucle finale. Quand le public finit par regarder, quand les titres parlent de seuils symboliques et de niveaux historiques, la dynamique est déjà avancée. L'essentiel s'est produit en amont dans le silence. C'est pour cela que cette histoire ne se termine pas ici. Elle s'approfondit. Elle se propage à d'autres marchés, à d'autres ressources, à d'autres points de tension.
Si tu veux continuer à comprendre ces dynamiques avant qu'elles ne deviennent évidentes pour tout le monde, reste ici. Abonne-toi. Parce que ce que nous suivons n'est pas une mode. C'est un réalignement. Et la prochaine fois que ce sujet refera surface dans l'actualité grand public, il ne s'agira plus de savoir si quelque chose change. Il s'agira de savoir si le changement est déjà allé trop loin